Bon, bienvenue à tous, hein, parce que c'est la rentrée pour vous aussi. Donc, simplement, d'un mot, pour vous dire que François Fillon avait pris l'initiative, et nous avons convenu de ce déplacement en Irak, donc il était accompagné de la délégation de parlementaires qui sont là, Valérie Pécresse, Pierre Lelouch, Étienne Blanc et Éric Ciotti. C'est un déplacement, François va vous le redire, qui était très important pour nous à l'UMP. Ça leur a permis de rencontrer les communautés chiites, sunnites et kurdes, et de montrer combien le dialogue intercommunautaire est important en Irak si on veut que l'Irak reste viable dans ses frontières actuelles. Par ailleurs, vous avez rencontré la communauté chrétienne d'Irak qui vit depuis plusieurs mois sous le coup de violences ignobles de la part de fanatiques islamistes. Et puis, c'est aussi l'occasion de rappeler, on l'a évoqué souvent dans cette même salle, l'attachement du groupe UMP aux chrétiens d'Orient, à la situation en Irak. Et on a eu l'occasion à très nombreuses reprises de poser des questions d'actualité. C'est, je crois, une centaine de questions écrites qui ont été déposées par des parlementaires UMP sur ce sujet. Par ailleurs, nous avons été à l'initiative, à la demande de Valérie Pécresse, de la création à l'Assemblée d'un groupe d'études sur les chrétiens d'Irak, que Valérie préside d'ailleurs. Et puis, dernier point, c'est François faire le compte rendu là-dessus, c'est que je crois que dans l'utilisation pour le moins curieuse des institutions en ce moment, nous sommes au groupe UMP très attachés aux institutions et donc au domaine réservé du président de la République en matière de politique étrangère, mais ça n'empêche pas et ça n'interdit pas des initiatives fortes, aussi bien des parlementaires que de l'Assemblée nationale. Initiative qu'on a eu l'occasion de prendre à plusieurs reprises, je pense notamment à Axel Poniatowski qui a demandé pendant au cœur de l'été qu'il y ait une réunion d'urgence de la Commission des Affaires étrangères. Initiative également qu'on a pris dans beaucoup d'autres domaines. Je me souviens de la mission dont Pierre avait été à l'origine, la mission en Centrafrique. Et à chaque fois, je crois que le groupe UMP a été en initiative. Et nous sommes là à un moment où la voix de la France a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être forte, et je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas le cas en ce moment, et raison de plus pour montrer combien ce déplacement d'une délégation de parlementaires UMP était important dans le contexte du moment en Irak. François. Bien, je voudrais remercier Christian Jacob, le président du groupe UMP, qui a rendu possible cette mission, comme je voudrais remercier Pierre Lelouch, qui en a été l'artisan s'agissant de son organisation, et les parlementaires Valérie Pécresse, Éric Ciotti et Étienne Blanc, qui m'ont accompagné. Cette visite fait partie du fonctionnement normal d'une démocratie. En tant que député de l'opposition, notre rôle sur des questions d'intérêt national majeur, c'est à la fois de souligner les points de consensus avec la politique du gouvernement, et il y en a, s'agissant de la question irakienne, et en même temps de contrôler son action. Je veux dire, en commençant mon propos, qu'aujourd'hui, les orientations prises par la France dans la crise irakienne sont bonnes. Mais il faut désormais que les actes soient à la hauteur de ces orientations et de ces engagements. Nous sommes en face d'une menace qui n'est plus régionale, qui est une menace qui concerne l'Europe tout entière, qui concerne en réalité le monde. C'est une menace majeure sur la stabilité du Proche-Orient, c'est une menace sur la configuration des frontières de cette région, c'est une menace sur la survie d'un certain nombre d'États, l'Irak, la Syrie, mais également le Liban, la Jordanie et d'autres pays qui sont menacés par la montée de cette violence intégriste. Et c'est une menace pour la paix et la stabilité du monde. Al-Qaïda était un défi marginal, c'était un cancer terroriste avec des métastases souvent isolées. Nous assistons avec l'État islamique en Irak et au Levant à la création d'un véritable État terroriste, organisé, avec des moyens puissants, avec une armée très bien équipée, avec des volontaires étrangers en grand nombre, susceptibles d'ailleurs, demain, de porter cette guerre en Europe.
C'est aussi un État, je veux dire l'État islamique en Irak, particulièrement rodé à l'emploi des technologies modernes d'information, qui maîtrise parfaitement ces nouvelles technologies sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, avec un seul but, affiché d'ailleurs de la manière la plus cynique qui soit, qui est de terroriser la planète entière et d'entraîner le monde dans un conflit de religion et dans un conflit de civilisation. D'ailleurs, de ce point de vue, l'assassinat du deuxième journaliste américain est un nouvel exemple qui a profondément choqué l'humanité tout entière et qui montre que toutes les frontières de l'inhumanité et de la barbarie sont en train d'être franchies dans cette région. Nous avons, visitant les camps de réfugiés, recueilli des témoignages qui viennent confirmer tout ce que vous avez vous-même écrit ou dit depuis le début de cette crise. Ces combattants n'hésitent pas à enlever et à assassiner des enfants, à violer les femmes, à les vendre, sans parler naturellement des crimes massifs qui ont été commis contre toutes les communautés qui s'opposent à leur vision de l'islam et à leur vision du monde. La première chose que je voudrais proposer, c'est que la France s'associe immédiatement à toute action de la Cour pénale internationale contre les auteurs de ces crimes, mais pas seulement contre les auteurs de ces crimes, contre leurs complices dans les États qui les financent et qui les soutiennent. C'est maintenant une alerte rouge, au fond, pour nous-mêmes, et nous ne pouvons pas accepter de continuer à faire comme si nous ne voyions pas que certains États soutiennent directement ou indirectement ces comportements. Aujourd'hui, le problème se pose à trois niveaux que je voudrais évoquer. Le niveau humanitaire, le niveau militaire et le niveau diplomatique. Il y a d'abord une urgence absolue sur le plan humanitaire. Il y a 1,5 million de personnes déplacées en Irak, dont 200 000 chrétiens, au Kurdistan, pardon, dont 200 000 chrétiens. Les conditions de vie de ces familles sont absolument désastreuses, dans des conditions à la fois liées à la chaleur aujourd'hui, au froid sans doute demain, qui sont insupportables. Ce qui est en train de se jouer à travers l'aide ou l'aide qu'on n'apportera ou qu'on n'apportera pas maintenant pour améliorer leurs conditions d'existence, c'est notamment, s'agissant des chrétiens en Orient, la question de leur survie, car devant ce déferlement de violence et les conditions de vie qui sont les siennes, les leurs actuellement, les communautés chrétiennes sont massivement tentées par l'exode et par le départ. Et la très grande partie des réfugiés chrétiens que nous avons rencontrés veulent s'en aller, ne considèrent que, au fond, ils n'ont plus leur place dans leur propre pays, dans le pays où ils vivent depuis 2000 ans. Et donc, c'est la question de la survie des chrétiens d'Orient, en Orient qui se pose. Est-ce que nous sommes prêts à accepter sans réagir une épuration religieuse à travers l'expulsion de ces minorités chrétiennes? C'est la question qui nous est posée. Qu'est-ce que nous pouvons faire sur le plan humanitaire? D'abord, immédiatement, apporter des moyens financiers aux ONG, bien sûr, mais, j'ai envie de dire avant tout, au gouvernement kurde, qui fait des efforts considérables, honnêtement, qui nous ont tous impressionnés, pour accueillir ces populations. Après tout, le gouvernement du Kurdistan est engagé d'abord dans une lutte vitale contre l'État islamique en Irak et au Levant. Il pourrait considérer que la question des réfugiés est une question qui est secondaire par rapport à sa propre survie. Eh bien, il ne le fait pas. Aujourd'hui, l'État kurde investit, emprunte de l'argent pour essayer d'apporter des réponses, notamment pour construire des camps pour accueillir les réfugiés. Il est inacceptable que la communauté internationale ne s'en préoccupe pas. Aujourd'hui, paradoxalement, le seul État qui a apporté des moyens financiers importants pour la question des réfugiés, c'est l'Arabie Saoudite. Où est l'Europe? Il y a eu un Conseil européen samedi dernier. À ma connaissance, n'assistant pas au débat, je ne sais même pas si on a évoqué ce sujet. En tout cas, il n'a certainement pas été au cœur des préoccupations des dirigeants européens, dont les préoccupations, comme nous le savons, sont d'abord de savoir qui va diriger le Conseil européen, qui sera nommé pour mener la politique étrangère. Et là, il y a une question urgente. Il faut apporter immédiatement des moyens financiers pour assurer la survie des réfugiés. La France pourrait,
et c'est ce que je propose au président de la République, prendre l'initiative immédiatement d'organiser une conférence des donateurs, comme celle qui s'est tenue en Jordanie il y a quelques jours, pour trouver les moyens financiers pour assurer la survie des réfugiés syriens. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est la question militaire. Nous ne pouvons pas rester neutres dans ce conflit. Nous ne pouvons pas abandonner ces populations en se contentant de discours et de bonnes paroles. La France a commencé à livrer des armes aux Peshmerga et aux combattants kurdes. C'est une bonne décision que je soutiens. Et cette décision d'ailleurs est effective. Nous avons pu constater que les premières armes ont été effectivement livrées. Il faut aller plus loin. Les forces kurdes ont besoin de plus d'armement, de plus d'experts pour assurer en particulier leur sécurité face aux engins explosifs. Il faut que la France s'engage plus fortement, mais il faut surtout que l'Europe s'engage. Il n'est pas possible que chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde, ce soit la France seule qui en supporte, en Europe en tout cas, le coup. Où est l'Italie? Où sont les autres pays européens? Où est la solidarité européenne sur cette question? J'avais demandé dès le début du mois de juillet qu'il y ait un Conseil européen exceptionnel qui soit réuni sur la question irakienne. J'attends toujours que ce Conseil européen le soit. Si nous devons participer militairement à une coalition pour assurer la protection des communautés en Irak, pour assurer l'élimination de l'État islamique au Levant et en Irak, je veux dire que nous sommes favorables à ce que la France y participe. Et ça m'amène à évoquer le dernier sujet qui sont les initiatives diplomatiques que nous devons prendre. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je soutenais l'initiative de François Hollande de proposer la réunion d'une conférence internationale sur l'Irak qui permette d'associer les pays qui ont réellement un levier sur la résolution de cette crise dans leurs mains, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire la Turquie, c'est-à-dire évidemment les États du Golfe qui doivent être placés devant leurs responsabilités, sans parler bien sûr des autres pays de la région, de l'Europe, des États-Unis. Cette initiative, elle doit être soutenue, elle doit être renforcée, de manière à ce qu'une coalition internationale se mette en place dans les meilleurs délais pour apporter au gouvernement irakien, aux forces kurdes qui se battent sur le terrain, le soutien nécessaire. Voilà, je voudrais en terminant vous dire que vous l'aurez, j'espère, compris, cette mission était tout sauf un exercice de politique politicienne. C'est simplement la recherche d'une prise de conscience en France et en Europe de l'urgence de la situation, de la construction d'une riposte diplomatique, humanitaire et militaire pour endiguer cette menace contre la paix du monde. C'est un combat qui nous concerne tous parce que c'est un combat au nom des valeurs que nous défendons. C'est un combat où le mot de droit de l'homme prend tout son sens. Et nous ne pouvons pas rester indifférents. Aujourd'hui, c'est à Erbil, à Mossoul, que ce combat se conduit. Demain, si nous ne faisons rien, ce sera à Francfort, à Londres ou à Paris. Je voudrais, en conclusion, résumer nos propositions. Une conférence des donateurs immédiatement. Un appel à l'aide d'urgence au peuple et aux églises de France que nous lançons et que nous allons relayer sur les réseaux sociaux. Une plainte devant la Cour pénale internationale contre les auteurs de crimes et les dirigeants des États qui les soutiennent et qui les financent. Et un débat à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais sur l'aide de la France et sur la stratégie de la France en Syrie et en Irak. Voilà, mesdames et messieurs, mais nous sommes prêts naturellement avec tous les collègues à répondre à vos questions. Monsieur le Premier ministre, on a dans cette affaire à non pas une armée, mais des groupes très mobiles. La seule solution militaire efficace, c'est de toute façon des combats au sol. Est-ce que vous êtes pour l'envoi de troupes occidentales au sol, françaises au sol? Aujourd'hui, les interlocuteurs que nous avons rencontrés, et en particulier les forces kurdes, ne réclament pas ce soutien. Ils réclament un soutien logistique en termes d'armement, ils réclament un soutien en termes d'assistance technique, de formation, ils réclament des frappes aériennes plus intenses que ce qui est pratiqué aujourd'hui, ils réclament naturellement des frappes aériennes en Syrie, ce qui est une question qui doit être résolue par la communauté internationale dans les meilleurs délais, mais ils ne réclament pas de force sur le terrain.
Et donc aujourd'hui, pour moi, la question ne se pose pas. Mais je pense qu'il ne faut rien s'interdire face à cette menace. Voilà. Rien s'interdire. Si aujourd'hui on demande à la France de participer à des frappes aériennes en Irak ou en Syrie, pour ma part, je ne m'y opposerai pas, au contraire. Sur un autre dossier qui vous est Alors, cher. on peut peut-être finir sur celui-là, parce que je sais que vous allez en évoquer d'autres. Je vous redonnerai. Oui, je vais vous demander, s'il vous plaît, vous avez parlé des pays qui soutiennent, qui sont également condamnés. Quels sont ces pays? Je ne sais pas, mais... Est-ce que vous pensez au Qatar, par exemple? Et en tout cas, je voudrais que les pays de la région, et en particulier les pays du Golfe, prennent leurs responsabilités face à cette situation. Moi, je n'ai pas de preuves, j'entends simplement ce que me disent sur le terrain les interlocuteurs qu'on rencontre, qui sont extrêmement nombreux à considérer que ces mouvements ne sont pas nés tout seuls, qui ne se sont pas renforcés, qui n'ont pas atteint le niveau de puissance qui est le leur aujourd'hui sans être aidés d'une manière ou d'une autre. Donc je dis que ce dialogue doit avoir lieu de la manière la plus franche qui soit, et avec le cas échéant les conséquences que j'évoque s'agissant de poursuites devant le tribunal pénal international. Sans la moindre polémique, pourquoi est-ce que vous n'avez pas proposé à des parlementaires de votre groupe de rejoindre votre groupe? Écoutez, c'était une mission que l'UMP a souhaité lancer. Valérie avait pris l'initiative. Oui, je là-dessus, parce que c'était un message justement que je voulais aussi envoyer dans cette conférence de presse. Nous avons décidé au sein de l'Assemblée nationale de créer un groupe d'études sur la question des chrétiens d'Orient. Je remercie d'ailleurs Christian Jacob qui a beaucoup appuyé la création de ce groupe. Ce groupe aujourd'hui comporte 60 députés de droite comme de gauche. Et nous allons nous réunir très rapidement. Et moi, je proposerai à ce groupe, qui est un groupe pluripartisan, de relayer tous les messages, déjà dans un premier temps et dans l'urgence, les messages humanitaires que nous venons de vous délivrer. Je pense qu'il faut que tous les députés s'engagent, de droite comme de gauche, à porter ce message de solidarité vis-à-vis des chrétiens d'Orient et de toutes les minorités persécutées, parce qu'on ne peut pas rester insensible à la situation des Yazidis, des Turkmènes chiites, des Kakis, de toutes les minorités autres qui ont subi exactement le même sort que les chrétiens en Irak. Donc nous proposerons une chaîne humanitaire et nous proposerons que les députés, au-delà même de toutes les étiquettes partisanes, parce que le groupe réunit des députés de toutes les tendances, puissent s'investir sur cette cordée humanitaire que nous voulons tisser avec l'Irak. Oui, j'ajoute que parallèlement à l'initiative de Valérie, j'avais fait prendre une autre initiative, là aussi bipartisane, qui est la création d'un groupe d'études sur le Kurdistan à l'Assemblée nationale, y compris pour des raisons économiques d'ailleurs, puisque le Kurdistan se développe avec un taux de croissance de moins de 10% par an, une énorme présence turque au Kurdistan, mais d'autres pays européens. La France y est sous-représentée. Et donc nous avons créé ici, avec le soutien d'ailleurs des députés de droite et de gauche, un groupe d'études sur le Kurdistan, qui associe tout le monde. Quant à cette mission, parce que j'ai organisé, c'est la décision de François Fillon. C'est François Fillon qui a voulu, à l'occasion de la réunion de la Commission des Affaires étrangères le 20 août dernier, aller rapidement en Irak et au Kurdistan, et c'était compliqué à monter. Nous l'avons fait en liaison d'ailleurs avec le gouvernement, bien sûr avec les Irakiens et tout, mais avec le Quai d'Orsay, ça s'est fait dans des conditions tout à fait républicaines et normales. Et il est normal que l'opposition s'intéresse à une question qui est d'intérêt national. La question n'était pas connue. J'ajoute que je ne suis pas président de la Commission des Affaires étrangères, je n'ai aucune fonction ici en dehors de celle d'être parlementaire. Comme vous rentrez de cette émission, vous faites le compte rendu de vos travaux devant la presse. Est-ce que vous avez été sollicité par François Hollande ou quelqu'un, ministre des Affaires étrangères par exemple, pour avoir votre retour et votre impression sur ce voyage justement? On est rentré hier soir, c'était encore court, mais vous inquiétez pas, le dialogue existe et il n'y a sur ce sujet aucune arrière-pensée. Aucune. Quelle forme doit prendre selon vous, quelle forme diplomatique doit prendre selon vous la future action à destination les futures actions à destination de ce secteur? Est-ce que ça doit être des résolutions au Conseil de l'ONU? Et est-ce que dans ce cas, vous pensez que la Russie pourrait ne pas faire obstacle à d'éventuelles demandes de frappe sous couvert de l'ONU? Je n'imagine pas un seul instant que le Conseil de sécurité puisse refuser la mise en place d'une riposte internationale face à ces crimes. Je ne l'imagine pas un instant.
Et je ne crois pas vraiment que la Chine ou la Russie puissent s'opposer à cette résolution. Donc je pense naturellement, ils ne se sont d'ailleurs pas opposés à la dernière résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité sur le sujet. Je pense qu'il faut une résolution du Conseil de sécurité, ça a toujours été notre position, mais il la faut de manière urgente, et franchement, je ne peux pas penser un instant que la Russie puisse s'y opposer. Monsieur le Premier ministre, justement, le propos de la Russie, le président de la République a expliqué hier que les conditions aujourd'hui n'étaient pas réunies pour livrer le premier Mistral. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Est-ce que c'est une bonne décision? J'imagine que c'est la question que vous vouliez me poser. Vous ne pouvez rien vous cacher. Écoutez, je pense que la succession d'erreurs que nous avons commises dans la gestion de cette crise ukrainienne conduit aujourd'hui à cette décision qui est, j'allais dire, compréhensible, qui est presque inévitable, mais qui ne résoudra en rien la crise qui est devant nous, ne renforcera en rien la position de la France, qui apparaît comme suiviste de la politique américaine, qui prend cette décision juste à la veille de la réunion de l'OTAN, et qui par ailleurs aura sans doute des conséquences assez désastreuses sur l'industrie d'armement française, compte tenu des conditions dans lesquelles tout ça a été fait. En même temps, personne ne peut approuver la conduite qui est celle de la Russie aujourd'hui. Je comprends que le gouvernement soit contraint de prendre cette décision. Je pense que s'il nous avait écoutés depuis des mois et des mois, je dis que la France peut jouer un rôle propre d'intermédiaire, de négociateur, d'arbitre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais qu'elle ne peut le faire qu'en ayant une position autonome, une position indépendante, pas en étant simplement dans une attitude de suiviste qui a conduit, à l'exception de l'organisation des rencontres entre le président russe et le président ukrainien au moment des célébrations du débarquement, en dehors de cette initiative, la France n'a jamais pris le risque, je reconnais que c'est un risque, mais c'était un risque qui était à prendre, de proposer elle-même des solutions, de s'interposer, de réunir les parties prenantes. Je suis persuadé que la France peut apporter des solutions parce que la France a un regard, à condition qu'elle ait une position indépendante et un regard qui soit un regard autonome sur cette question. Voilà, on est dans une impasse, cette décision était inévitable. À mon sens, elle n'aura aucun impact sur le comportement de Vladimir Poutine et des Russes. Et on va continuer de brandir des menaces. Je rappelle que pendant ce temps-là, l'Allemagne continue d'acheter massivement le gaz russe, que beaucoup d'entreprises européennes continuent naturellement de développer leurs activités. Et donc on est dans une situation très hypocrite qui ne peut en aucun cas, à mon sens, déboucher sur des résultats. Et plus le temps passe, plus ça devient difficile de prendre des initiatives diplomatiques.